Anthony Horowitz, bain du soir. Dès le premier coup d'œil, elle lui déplut. Ce samedi-là, Isabelle était à la maison lorsqu'on livra la baignoire, et elle se demanda comment cet énorme monstre de fonte allait parvenir à se hisser jusqu'au premier étage, tourner l'angle du couloir et entrer dans la salle de bain. Les deux livreurs maigrichons se posaient visiblement la même question. 30 minutes, 4 phalanges entaillées et une centaine de jurons plus tard, la baignoire paraissait irrémédiablement coincée, et c'est seulement lorsque le père d'Isabelle leur prêta main forte qu'ils réussirent à la déloger. Dans la manœuvre, un des pieds courteaux du monstre déchira le papier peint, ce qui provoqua une énième scène de ménage public entre les parents d'Isabelle, chacun rejetant la faute sur l'autre, ainsi qu'ils en avaient l'habitude. « Je t'avais demandé de la mesurer !»« Je l'ai mesurée !»« Oui, mais tu prétendais que les pieds se démontaient !»« Non, c'est toi qui l'as dit !» Il n'y avait que ses parents pour oser racheter une baignoire pareille. N'importe quelle famille normale serait allée dans un grand magasin de Londres, aurait choisi un des modèles exposés, payé avec une carte de crédit et bénéficié d'une installation gratuite sous 6 semaines. Au revoir et merci. Mais ce n'était pas le genre de Suzanne et Jérémy Martin. Depuis qu'ils avaient acheté leur petite maison début de siècle à Muswell Hill, dans le nord de Londres, ils consacraient leur loisir à la remettre en état. Et comme ils étaient enseignants l'un et l'autre, lui dans un collège privé et elle à l'école primaire, ils avaient de longues et fréquentes vacances. Ainsi, la table de la salle à manger venait de chez un antiquaire de Hungerford, et les chaises d'une vente débarras à Hove. Les placards de la cuisine étaient réchappés d'une benne à ordures de Macclesfield. Quant à leur grand lit, il était en pièces détachées lorsqu'ils l'avaient déniché dans la grange d'une ferme française des environs de Boulogne. D'innombrables week-ends, d'innombrables heures passées à chercher, à mesurer, à imaginer, à discutailler et à se disputer. Les disputes étaient le pire de tout. Autant qu'Isabelle pouvait en juger, ses parents ne tiraient aucun plaisir de toutes les antiquités qu'ils achetaient. Ils se querellaient constamment, dans les boutiques, sur les marchés aux puces et même pendant les ventes aux enchères. Un jour, son père s'était tellement énervé qu'il avait cassé l'objet du litige, un pot de chambre victorien qu'il avait finalement été obligé d'acheter. Recollé, le pot de chambre trônait désormais dans le vestibule, et ses fêlures trop visibles offraient une image maussade de leur mariage vieux de 12 ans. La baignoire datait elle aussi de l'époque victorienne. Il l'avait achetée dans un bric-à-brac. Fin 19e, avait assuré le marchand. Une beauté! Elle a encore sa robinetterie d'origine. Pourtant, elle n'avait aucune grâce. Posée là sur le sol en pin décapé, entourée de vannes, de rondelles et de bouts de tuyaux tordus. Avec son gros ventre blanc qui traînait presque par terre, elle évoquait à Isabelle une vache attendant des petits. Ses pieds en fer, évasés, s'écartaient comme s'ils ne pouvaient supporter son poids. Une vache décapitée. Bien entendu. Il y avait un trou rond à l'endroit des robinets, et dessous, une vilaine traînée jaunâtre dans l'émail blanc indiquait l'égouttement de l'eau depuis une centaine d'années. Isabelle jeta un coup d'œil au robinet qui gisait à côté du lavabo en un tas informe de cuivre tacheté et qui paraissait trop grand pour la baignoire. Il y avait 2 manettes, marquées eau chaude et eau froide, sur des ronds ivoires jaunis. Isabelle imagina l'eau se déversant dans un déluge assourdissant. C'était obligatoire, la baignoire était très profonde. Ce soir-là, personne ne l'utilisa. Jérémy avait affirmé pouvoir effectuer lui-même les branchements, mais la tâche se révéla au-dessus de ses compétences. Rien ne s'ajustait. Il faudrait la faire souder. Malheureusement, aucun plombier ne pourrait intervenir avant le lundi, et bien sûr, cela augmenterait la facture d'une 40aine de livres. Ce qui déclencha aussitôt une nouvelle querelle entre Jérémy et Suzanne. Ce soir-là, ils dînèrent devant la télévision, et les rires creux d'une comédie couvrirent le silence glacial de la pièce. À 9h, Suzanne dit à Isabelle « Tu devrais monter te coucher, chérie. Demain, il y a école. »« Oui, maman. » Isabelle avait 12 ans, mais sa mère la traitait parfois comme un bébé, peut-être parce qu'elle enseignait à l'école primaire. Bien que son père fût professeur au lycée privé de Highgate, Isabelle continuait d'aller au collège public, et elle en était heureuse. Highgate n'acceptait pas les filles, et elle avait toujours trouvé les garçons des établissements non mixtes trop propres et trop convenables. Isabelle se déshabilla et se lava rapidement, les mains, le visage, le cou, les dents. Dans cet ordre. Son reflet dans le miroir doré au-dessus du lavabo était assez plaisant, constata-t-elle, à l'exception de cet agaçant bouton sur le nez, punition de l'esquimau qu'elle avait mangé la veille. De longs cheveux bruns et des yeux bleus, hérités de sa mère, un visage allongé avec des pommettes et un menton étroit.
hérité de son père. Jusqu'à l'âge de 9 ans, elle avait été grassouillette, mais maintenant son corps s'affinait. Bien sûr, elle ne serait jamais mannequin, elle aimait trop les glaces. Mais pas grosse non plus, hein. Pas comme Belinda Price, sa meilleure amie à l'école, qui était condamnée à une vie de régime désespéré et de vêtements informes. L'image de la baignoire que lui renvoyait le miroir au-dessus de son épaule attira son attention et elle prit soudain conscience que, depuis qu'elle était entrée dans la salle de bain, elle avait évité de la regarder. Pourquoi ? Isabelle posa sa brosse à dents, se retourna et l'examina. Décidément, elle ne l'aimait pas. Sa première impression se vérifiait. La baignoire était immense et laide, avec son émail terni et les traces jaunes du goutte à goutte sous le robinet. Et il lui sembla, c'était stupide. Mais elle ne pouvait chasser cette impression. Que la baignoire l'attendait. Absurde. Elle esquissa un sourire crispé. Puis elle remarqua autre chose. On voyait une petite flaque d'eau au fond de la baignoire. Isabelle bougea la tête et l'eau capta la lumière. Sa première réaction fut de regarder le plafond. Il y avait sans doute une fuite au grenier. Sinon, comment l'eau aurait-elle pu arriver dans une baignoire dont les robinets démontés gisaient à terre à côté du lavabo ? Pourtant non. Aucune fuite. Isabelle se pencha pour passer le doigt dans le fond de la baignoire. L'eau était tiède. J'ai dû éclabousser en me lavant, songea-t-elle. Elle éteignit la lumière, quitta la salle de bain, et traversa le couloir pour rejoindre sa chambre située face à celle de ses parents. Une petite voix lui soufflait que ce n'était pas vrai, qu'elle n'avait pas pu mouiller la baignoire en se lavant dans le lavabo. Mais c'était sans importance, c'était même ridicule. Elle se coucha en boule dans son lit et ferma les yeux. Cependant, 1 heure plus tard, son pouce caressait encore le bout de son majeur qui avait touché l'eau, et il lui fallut longtemps, très longtemps, pour s'endormir. « C'est l'heure du bain !» lança son père quand Isabelle rentra de l'école le lendemain. Il était de bonne humeur, et arborait un large sourire en préparant le dîner. « Le plombier est venu ?»« Oui, ça m'a coûté 50 livres, mais n'en parle pas à ta mère, hein. Il est resté 2 heures. » Jérémie sourit et cligna plusieurs fois des yeux. Sa mimique rappela à Isabelle ce que lui avait dit le frère d'une copine qui allait à Highgate. Le surnom de son père au lycée était Souris. Pourquoi les garçons étaient-ils aussi cruels ? Isabelle tapota le bras de son père. « C'est très bien, papa. Je prendrai un bain après dîner. Qu'est-ce que tu nous prépares ?»« Des lasagnes. Ta maman est allée acheter du vin. » La soirée fut agréable. Isabelle avait obtenu un rôle dans la pièce de théâtre montée à l'école, Lady Montaigu, dans Roméo et Juliette. Suzanne avait découvert un billet de 10 livres dans la poche d'une veste qu'elle n'avait pas portée depuis des années. Et Jérémie avait été choisi pour accompagner un groupe d'élèves à Paris à la fin du trimestre. Les bonnes nouvelles huilaient la machinerie familiale. Pour une fois, la soirée se déroula sans incident. Après dîner, Isabelle fit ses devoirs pendant une demi-heure, puis elle embrassa ses parents et monta à la salle de bain. La baignoire était prête, installée, définitive. Les robinets pointaient au-dessus du rebord, courbés comme un cou de vautour. Une bonde argentée au bout d'une lourde chaînette reposait sur le trou de vidange. Jérémie avait lustré le cuivre qui luisait d'un nouvel éclat. Il avait aussi remis les serviettes sur le porte-serviettes et un tapis de bain vert sur le sol. Tout avait repris sa place. Pourtant, la salle de bain, les serviettes, le tapis semblaient avoir rétréci. La baignoire était trop grande. Et elle l'attendait. Isabelle ne pouvait s'ôter cette idée de la tête. Isabelle, ne sois pas idiote. Quel était le premier signe de la folie ? Se parler à soi-même. Et le second signe ? Se répondre. Isabelle poussa un grand soupir et s'approcha de la baignoire. Elle se pencha et cala la bonde dans le trou. Du rez-de-chaussée lui parvenaient des bruits de télévision. Le Monde en marche, une des émissions préférées de son père. Elle tourna le robinet d'eau chaude, qui couina légèrement, puis le robinet d'eau froide d'un quart de tour. Restait maintenant à voir si le plombier avait mérité ses 50 livres. Pendant un instant, rien ne se produisit. Puis, dans le sol, quelque chose gronda. Le bruit dans la tuyauterie devint de plus en plus fort, mais l'eau ne sortait toujours pas. Enfin, le robinet éructa, toussa comme un vieillard ou comme un gros fumeur. Une bulle qui ressemblait à de la salive apparut à ses lèvres. Il toussa encore et cracha. Isabelle le contempla avec consternation. Ce que le robinet avait craché dans la baignoire était d'un vilain rouge, couleur de rouille. Les robinets postillonnèrent à nouveau et crachouillèrent encore un peu du liquide épais et sirupeux qui tomba dans le fond de la baignoire et en éclaboussa les flancs. Isabelle commençait à avoir mal au cœur, et avant que les robinets n'expectorent un troisième crachat de... Elle ne savait quoi, elle les saisit à 2 mains et les ferma. Elle sentit les tuyauteries gronder, puis les vibrations cessèrent. Le reste du liquide fut ravalé dans le réseau de canalisation.
Toutefois, ce n'était pas fini. Le fond de la baignoire était tapissé du liquide rougeâtre. Celui-ci s'écoulait avec réticence vers la vidange qui l'absorbait goulûment. Isabelle l'examina plus attentivement. Devenait-elle folle, ou y avait-il réellement quelque chose à l'intérieur du trou de vidange? Elle était certaine d'avoir mis la bonde en place, pourtant celle-ci était seulement à moitié sur le trou, et l'on pouvait voir en dessous. Il y avait quelque chose. C'était une sorte de balle blanche qui tournait lentement, qui se rétractait sur elle-même, qui luisait, humide et vivante, et qui montait, qui arrivait à la surface. Isabelle poussa un cri. En même temps, elle se pencha et coinça la bonde dans le trou. Ses doigts entrèrent en contact avec le liquide rouge et elle recula en le palpant. Il était chaud et collant sur sa peau. Cette fois, c'en était trop. Elle battit en retraite, attrapa une serviette et se frictionna la main si fort qu'elle en eut mal. Après quoi, elle ouvrit brutalement la porte de la salle de bain et dévala l'escalier en courant. Ses parents regardaient encore la télévision. « Que t'arrive-t-il » s'étonna Jérémie. Isabelle expliqua ce qui s'était passé. Les mots s'entrechoquaient dans leur hâte de sortir, mais son père ne l'écoutait pas. Bon, il y a toujours un peu de rouille dans les tuyauteries quand on pose une baignoire. Laisse couler l'eau pendant quelques minutes. Ce n'était pas de la rouille, papa. Oh, peut-être est-ce la chaudière qui fait des siennes, marmonna Suzanne. Ce n'est pas la chaudière, se renfrogna Jérémie. Il l'avait achetée d'occasion et c'était toujours un motif de discorde, surtout quand elle tombait en panne. C'était horrible, insista Isabelle. C'était comme... Comme quoi? Isabelle l'avait deviné tout de suite, évidemment. C'était comme du sang, exactement comme du sang. Et puis il y avait autre chose, à l'intérieur du siphon. Oh, pour l'amour du ciel, s'emporta Jérémie, agacé de ne pouvoir suivre son émission. Bon, je monte avec toi, décida Suzanne, en poussant de côté une pile de journaux du dimanche sur le canapé. Suzanne lisait les journaux du dimanche le lundi soir. Elle se leva. Où est la télécommande? Grommela Jérémie. Il la dénicha dans le coin de son fauteuil et augmenta le volume sonore. Isabelle et sa mère montèrent à la salle de bain. La serviette de toilette chiffonnée était à terre, là où elle l'avait jetée. Une serviette blanche, sans la moindre trace rouge. Pourtant, elle s'était essuyé les mains dessus. « Que d'histoire pour 3 gouttes de rouille !» s'exclama Suzanne en se penchant au-dessus de la baignoire. Isabelle approcha pour jeter un coup d'œil. Suzanne avait raison. Il y avait à peine quelques traces rougeâtres dans la petite flaque d'eau. « Tu sais bien que de la rouille apparaît toujours dans les tuyauteries, » poursuivit sa mère. « Je suis sûr que le problème vient de la stupide chaudière de ton père. » Elle ôta la bonde et ajouta « Il n'y a rien non plus dans le trou !» Enfin, elle actionna les robinets et une eau normale, limpide, coula en un torrent rassurant. Pas de grondement, pas de hoquet, rien. « Et voilà !» conclut Suzanne. « Ça s'est arrangé tout seul. » Isabelle s'appuyait contre le lavabo, l'air misérable. Sa mère soupira. « Tu as tout inventé, n'est-ce pas ?» Mais sa voix était affectueuse, pas du tout irritée. « Non, maman. »« Ça me paraît bien compliqué comme prétexte pour éviter un bain. »« Mais non !»« Peu importe. Lave-toi les dents et va te coucher, dit Suzanne en l'embrassant. Bonne nuit, chérie, dors bien. Mais Isabelle ne ferma pas l'œil de la nuit. Le lendemain soir aussi, elle se passa de bain. Jérémie Martin assistait à une réunion d'enseignants et Suzanne s'exerçait à une nouvelle recette en vue du dîner prévu le week-end suivant. Elle passa toute la soirée enfermée dans la cuisine. Isabelle ne prit pas de bain non plus le mercredi. Cela faisait 3 jours d'affilée et elle commençait à se sentir mal à l'aise. Elle aimait être propre. C'était dans sa nature, et elle avait beau se laver avec un gant devant le lavabo, ce n'était pas pareil. Et ça ne l'aidait en rien de savoir que son père avait utilisé la baignoire le mardi, et sa mère le mardi et le mercredi, sans que rien d'anormal se produise. Au contraire, elle se sentait plus honteuse, et plus sale. Le jeudi matin, quelqu'un lui lança une boutade, vague allusion à des œufs pourris, qui la fit rougir d'humiliation. Cette fois, décida-t-elle, cela suffisait. Finalement, de quoi avait-elle peur? Une giclée de rouille que son imagination avait transformée en... autre chose? Ce soir-là, Suzanne était à son cours d'italien. Isabelle et son père s'attablèrent donc tous les deux devant les gâteaux de crabe ratés, ils étaient tombés en miettes, de la fameuse recette. À 9h, ils se séparèrent pour vaquer à leurs occupations respectives. Jérémie au salon devant le journal télévisé, Isabelle au premier étage. « Bonne nuit, papa !»« Bonne nuit, chérie !» Ils avaient passé une soirée agréable et complice. Maintenant, c'était l'heure du bain. La baignoire attendait Isabelle. Cette fois, elle ne recula pas. Elle avait décidé qu'en se montrant autoritaire et déterminée, rien ne se produirait. Elle ne voulait plus laisser son imagination lui jouer de mauvais tours. Donc, sans même réfléchir, elle mit la bonde dans le trou de vidange, ouvrit les robinets et versa une bonne dose de bain moussant parfumé à l'avocat. Ensuite, elle se déshabilla, opération rassurante qui lui masqua la baignoire un moment.
et c'est seulement une fois nue qu'elle se retourna. Tout allait bien. Elle voyait juste l'eau, vert pâle, sous une épaisse couche de mousse. Elle y plongea la main pour tester la température. Parfait. Assez chaude pour embuer le miroir, mais pas trop. Elle arrêta l'eau. Les robinets hoquetèrent bruyamment comme le premier jour. Et Isabelle alla fermer la porte. Pourtant, elle hésitait encore. Elle avait subitement conscience de sa nudité, comme si la pièce était bondée de gens. Elle frissonna. « Tu es ridicule, se dit-elle. » Mais la question demeura en suspension dans l'air avec la vapeur. C'était comme une énigme, inquiétante, et pas drôle du tout. Quand est-on le plus vulnérable? Quand on est nu, enfermé, allongé? Dans la baignoire? Ridicule. Cette fois, elle prononça le mot à voix haute, et d'un mouvement rapide et décidé, elle entra dans le bain. La baignoire lui avait tendu un piège, mais elle ne s'en aperçut que trop tard. L'eau n'était pas chaude, pas même tiède, et pourtant Isabelle venait de tester la température. Elle avait vu la buée. Malgré cela, l'eau était horriblement froide, aussi glaciale que si elle avait brisé la glace d'un étang gelé en plein hiver. Alors qu'elle s'y enfonçait sans pouvoir se retenir, l'eau se referma sur ses jambes, son ventre et sa gorge, comme un étau, et lui coupa le souffle. Son cœur sembla s'arrêter. Le froid la brûlait, pénétrait en elle. Isabelle ouvrit la bouche et cria aussi fort qu'elle le put. Mais son cri n'était qu'un gémissement étranglé. Elle se sentit entraînée sous l'eau. Sa nuque heurta le bord de la baignoire et glissa. Ses cheveux longs flottaient autour d'elle. La mousse lui recouvrit la bouche, puis le nez. Elle essaya de bouger, mais ses bras et ses jambes refusèrent d'obéir aux signaux qu'elle leur envoyait. Ses os étaient pétrifiés. La salle de bain parut s'obscurcir. Dans un ultime sursaut, Isabelle pivota sur elle-même, se redressa et se propulsa hors de la baignoire dans une explosion d'éclaboussures. Elle était là, sur le sol, couvert de mousse, sanglotant et frissonnant, la peau complètement blanche. Elle tendit la main pour saisir le coin d'une serviette et la tira sur elle. L'eau qui ruisselait de son corps disparut entre les lattes du plancher. Isabelle resta allongée un long moment. Elle avait eu une peur mortelle. Or, ce n'était pas seulement le changement de température qui avait provoqué sa peur. Ce n'était pas seulement la baignoire, si laide et menaçante fut-elle. Non, c'était le son qu'elle avait entendu en faisant son saut de carpe, tout près de son oreille, dans la salle de bain, alors qu'elle s'y trouvait seule. Quelqu'un avait ri. « Tu ne me crois pas ?» Isabelle attendait à l'arrêt de bus avec Belinda Price, cette grosse et fidèle Belinda, toujours là quand on avait besoin d'elle. Sa meilleure amie. Une semaine s'était écoulée et les événements de la salle de bain l'obsédaient chaque jour davantage. Pourtant, elle avait gardé le silence. Pourquoi? De crainte qu'on ne se moque d'elle? Qu'on ne la croie pas? Tout simplement parce qu'elle avait peur. Au cours de cette semaine, elle n'avait rien fait, ni à l'école, ni à la maison. Elle avait été réprimandée 2 fois en classe. Ses vêtements étaient mal tenus, ses cheveux mal coiffés, ses yeux cernés par le manque de sommeil. Mais son secret l'étouffait. Il fallait qu'elle se confie à Belinda. Celle-ci haussa les épaules et murmura. « J'ai entendu parler de maisons hantées, de châteaux hantés, et même d'une voiture hantée, mais jamais d'une baignoire. Pourtant, ça s'est produit, exactement comme je te l'ai raconté. Peut-être que tu crois que ça s'est produit. Hein. Quand on croit quelque chose suffisamment fort, parfois ça arrive. Je n'ai rien imaginé, l'interrompit Isabelle. Le bus s'arrêta et les 2 filles montèrent. Elles présentèrent leur carte mensuelle au conducteur et gagnèrent leurs places habituelles au niveau supérieur dans le fond. Elles occupaient toujours les mêmes sièges, sans savoir pourquoi. « Tu ne peux pas continuer de venir chez moi, reprit Belinda. « Je suis désolée, Isa, mais maman commence à me poser des questions. »« Je sais, soupira Isabelle. Elle s'était débrouillée pour dormir chez Belinda 3 soirs de suite, et s'y doucher, heureuse de sentir l'eau chaude et vive couler sur son corps. Elle avait prétexté auprès de ses parents que Belinda et elle travaillaient sur un exposé commun. Mais Belinda avait raison, cela ne pouvait continuer éternellement. Au feu tricolore, le bus tourna à droite, sur l'avenue. Belinda réfléchissait, les sourcils froncés. Tous les professeurs la disaient intelligente, pas seulement parce qu'elle travaillait dur, mais parce qu'elle l'était réellement. « Tu assures que c'est une baignoire ancienne ?» reprit-elle enfin. « Oui, et alors? Tu sais où tes parents l'ont achetée ?» Isabelle fit un effort de mémoire et répondit « Oui, je n'étais pas avec eux, mais je sais que ça vient de Fulham. Je les ai déjà accompagnés là-bas. »« Pourquoi n'irais-tu pas te renseigner? Si ta baignoire est tentée, il doit bien y avoir une raison. »« Il y a toujours une raison, non? Tu penses que quelqu'un aurait pu mourir dedans? Ou quelque chose de ce genre ?» Isabelle frissonna à cette idée. « Oui,
Par exemple, répliqua Belinda, ma grand-mère a une crise cardiaque dans sa baignoire. Elle n'en est pas morte, mais... Tu as raison. Le bus grimpait la colline, Muswell Hill approchait. Isabelle rassembla ses idées. Je pourrais y aller samedi, tu m'accompagneras? Oh, mes parents refuseront. Hein. Bah, dis-leur que tu viens chez moi, je te raconterai au bien que je suis chez toi. Et s'ils vérifient? Oh, ils ne vérifient jamais. Hein. Cette pensée attrista Isabelle. Ses parents ne se demandaient jamais où elle était, ne paraissaient jamais s'en soucier. Ils étaient trop préoccupés d'eux-mêmes. Je ne sais pas. Je t'en prie, Belinda, samedi, je t'appellerai. Ce soir-là, la baignoire lui joua son plus mauvais tour. Isabelle s'était refusée à prendre un bain. Pendant le dîner, elle avait préparé le terrain en expliquant à ses parents qu'elle se sentait très fatiguée et voulait se coucher de bonne heure. Eux aussi étaient fatigués. L'atmosphère à table était tendue, et Isabelle se demanda combien de temps encore la famille resterait unie. Divorce, quel horrible mot. Comme une maladie, Isabelle avait des camarades qui s'étaient absentés de l'école une semaine ou plus. À leur retour, ils étaient pâles et malheureux, et n'avaient plus jamais été les mêmes. Ils avaient attrapé la maladie. Le divorce. « Monte, jeune fille !» La voix de sa mère l'arracha à ses pensées. « Je crois que tu ferais bien de prendre un bain. »« Pas ce soir, maman. »« Si, ce soir. C'est à peine si tu as utilisé la baignoire. Depuis qu'elle est installée. Que t'arrive-t-il? Tu ne l'aimes pas? »« Non. Je ne... » Son père fronça les sourcils, agacé et boudeur. « Que lui reproches-tu à cette baignoire ?» Sa mère intervint avant qu'elle ait pu répondre. « Peu importe ce que tu lui reproches. C'est la seule baignoire que nous avons, donc tu ferais bien de t'y habituer. »« Non !» Ses parents se regardèrent interloqués. Isabelle s'aperçut que jamais elle ne les avait défiés. Du moins, pas de cette façon. Ils étaient abasourdis. Sa mère se ressaisit la première. « Viens, Isabelle, j'en ai assez de tes sottises, je t'accompagne. » Elles montèrent ensemble, Suzanne arborant cet air pincé qui ne tolérait aucune contestation. Mais Isabelle ne cherchait pas à contester. Si sa mère faisait couler le bain, elle s'apercevrait elle-même de ce qui se passait. « Bon, » dit Suzanne en mettant la bonde et en ouvrant les robinets, d'où jaillit une eau claire et limpide. « Je ne te comprends vraiment pas, Isabelle. Tu as peut-être veillé trop tard ces derniers jours. Je croyais qu'il n'y avait que les petits-enfants qui n'aimaient pas se laver. Voilà. » La baignoire était pleine, Suzanne testa la température de l'eau et l'agita du bout des doigts. « Bien, ce n'est pas trop chaud. À présent, entre là-dedans. »« Maman, tu n'es tout de même pas timide avec moi ?»« Oh, Seigneur !» Furieuse et humiliée, Isabelle se déshabilla devant sa mère et laissa tomber ses vêtements en tas sur le sol. Suzanne les ramassa sans un mot. Isabelle passa une jambe par-dessus le bord de la baignoire et trempa le bout de ses orteils dans l'eau. C'était chaud, mais pas brûlant. En tout cas, ça n'était pas glacé. « Ça va ?» demanda sa mère. « Oui, maman. » Isabelle entra dans la baignoire, l'eau monta avidement pour l'accueillir. Elle sentit le cercle parfait autour de son cou. Suzanne demeura là un moment, les vêtements d'Isabelle dans les bras. « Je peux te laisser maintenant ?»« Oui. » Isabelle ne voulait pas rester seule dans la salle de bain, mais la présence de sa mère debout devant elle la mettait mal à l'aise. « C'est bien, » dit Suzanne en s'adoucissant. « Je viendrai te souhaiter une bonne nuit. Ces vêtements ont besoin d'un bon lavage, eux aussi, » ajouta-t-elle en fronçant le nez. Et elle sortit. Une fois seule, Isabelle s'efforça de se relaxer dans l'eau chaude. Mais un nœud lui serrait l'estomac, et son corps était tout rigide, comme s'il se contractait au contact de la baignoire. Elle entendit sa mère descendre l'escalier. La porte de la buanderie s'ouvrit. Isabelle tourna légèrement la tête et aperçut son reflet dans le miroir. Cette fois, elle cria vraiment. Et cria encore. Dans la baignoire, tout était normal, exactement comme lorsque sa mère était partie. L'eau était claire, sa peau légèrement rosie par la chaleur, de la vapeur. Mais dans le miroir, dans le reflet du miroir, la salle de bain était un abattoir. L'eau du bain était pourpre, et Isabelle y était plongée jusqu'au cou. Sa main, celle qui était réfléchie dans le miroir, émergea de l'eau, et le liquide rouge s'y accrocha, dégoulinant lentement, aspergeant le bord de la baignoire où il sembla également s'accrocher. Isabelle tenta de se soulever, mais elle glissa, et retomba, l'eau par-dessus le menton. L'eau lui toucha les lèvres, et elle cria de nouveau, certaine d'être bientôt aspirée et de mourir engloutie. Elle arracha son regard du miroir. Maintenant, elle voyait simplement de l'eau. Dans le miroir, du sang. Isabelle en était recouverte. Elle y baignait. Et il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce. Non, pas dans la pièce. Dans le reflet de la pièce. Un homme, grand, âgé d'une quarantaine d'années, vêtu d'une sorte de costume, le visage gris, une moustache, des petits yeux ronds. « Partez !» cria Isabelle. « Partez ! Partez !» Lorsque sa mère la découvrit recroquevillée sur le sol dans une large flaque d'eau, nue et tremblante, Isabelle ne chercha pas d'explication. Elle ne dit pas un mot. Elle se laissa porter dans son lit et se cacha comme un tout petit enfant sous les couvertures. Pour la première fois, Suzanne Martin s'inquiéta réellement.
Cette nuit-là, elle s'assit avec Jérémie et ensemble ils parlèrent de leur fille, de son comportement, du besoin possible d'une thérapie, et cette conversation les rendit plus proches qu'ils ne l'avaient été depuis bien longtemps. Mais ils ne parlèrent pas de la baignoire. Pourquoi l'aurait-il fait? En entrant dans la salle de bain, Suzanne n'avait rien noté d'anormal dans l'eau, ni dans le miroir, ni dans la baignoire. Suzanne et Jérémie étaient d'accord. C'était Isabelle qui ne tournait pas à rond. Cela n'avait aucun rapport avec la baignoire. Le bric-à-brac se trouvait sur Fulham Road, à quelques minutes à pied de la station de métro. De l'extérieur, la bâtisse ressemblait à un hôtel particulier, qui aurait appartenu à une riche famille un siècle plus tôt. De hautes portes imposantes, des fenêtres aux volets fermés, des piliers en pierre blanche et des fragments de statues sur le trottoir. Mais au fil des années, la maison avait décliné. Le plâtre s'effritait, des herbes poussaient entre les briques. Les fenêtres étaient noircies par la crasse de la ville et les émanations des pots d'échappement. À l'intérieur, les pièces étaient petites, sombres, surchargées de meubles. Isabelle et Belinda traversèrent une pièce encombrée de 14 cheminées, une autre avec une demi-douzaine de tables de salle à manger et une multitude de chaises vides. Si elles n'avaient su que tous ces objets étaient à vendre, elles auraient pu imaginer qu'un riche excentrique habitait là. Car cela ressemblait davantage à une maison qu'à un magasin. Les deux filles baissèrent instinctivement la voix. Elles finirent par trouver un vendeur dans une cour derrière la maison. C'était une cour vaste et ouverte, remplie de baignoires et de lavabos, de statues, de fontaines en pierre, de portails et de grilles en fer forgé, tout cela entouré d'une enfilade d'arcades en ciment, qui donnait l'impression qu'on était à Rome ou à Venise, plutôt que dans un quartier miteux de Londres. Le vendeur était un jeune homme affligé d'un strabisme et d'un nez cassé. Il portait une gargouille dans ses bras. Isabelle ne savait lequel, de lui ou de la gargouille, était le plus laid. « Une baignoire de style victorien » marmonna-t-il en réponse à la question d'Isabelle. « Je ne crois pas pouvoir vous aider. Nous vendons des tas de baignoires anciennes. »« Elle est grande et blanche, » précisa Isabelle, « avec de petits pieds et des robinets dorés. » Le vendeur posa la gargouille qui rendit un bruit sourd en heurtant le pavé. « Tu as le reçu » s'enquit le jeune homme. « Non. »« Quel est le nom de tes parents ?»« Martin. Jérémie et Suzanne Martin. »« Oh, ça ne me dit rien. »« Ils se chamaillent beaucoup. Ils se sont probablement disputés au sujet du prix. » Un lent sourire se dessina sur le visage du vendeur. À la façon dont son visage se tordit, le sourire était bizarrement menaçant. « Oui, je me rappelle maintenant. La baignoire a été livrée dans le nord de Londres. »« À Muswell Hill » acquiesça Isabelle. « C'est ça. » Le sourire s'étira à ses pommettes et il ajouta. « Je me souviens très bien d'eux. Ils ont pris la baignoire Marlin. »« Qu'est-ce que c'est la baignoire Marlin ?» demanda Belinda, saisie d'un mauvais pressentiment. Le vendeur gloussa. Il sortit de sa poche un paquet de cigarettes et en alluma une. Un moment qui leur parut interminable s'écoula avant qu'ils ne répondent. « Jacob Marlin. La baignoire lui appartenait. Je ne crois pas que vous ayez entendu parler de lui. »« Non, » admit Isabelle, impatiente qu'il en vienne au fait. « Il a connu son heure de gloire, » continua le vendeur en soufflant un nuage de fumée gris argenté. « Avant d'être pendu. »« Pourquoi a-t-il été pendu ?»« Pour meurtre. C'était un de ces assassins... Comment les appelle-t-on déjà? Un assassin en série. Un adepte de la hache. » Le vendeur souriait d'une oreille à l'autre, visiblement ravi. Marlin avait pour habitude d'emmener des jeunes femmes, un peu à la manière de Jack l'Éventreur. Vous voyez ce que je veux dire? Après quoi, il se débarrassait d'elles. « Il les tuait ?» murmura Belinda. « Exactement, il les tuait. Ensuite, il les découpait à la hache, dans la baignoire. » Le vendeur têta sa cigarette avant de poursuivre. « Attention, je ne dis pas qu'il s'agissait de cette baignoire-là, mais elle venait de sa maison. C'est pourquoi elle était si bon marché. Je crois même qu'on l'aurait vendue moins cher encore si tes parents avaient été au courant. » Isabelle tourna les talons et quitta le magasin en courant. Belinda la suivit. Tout à coup, les lieux lui paraissaient horribles et sinistres, comme si chaque objet exposé avait une histoire atroce. Elles ne s'arrêtèrent qu'une fois arrivées dans le bruit et l'animation de la rue. « C'est affreux !» hoqueta Belinda. « Il coupait les femmes en morceaux dans la baignoire et toi tu... » Elle ne put achever sa phrase. « Je regrette d'être venue, » répondit Isabelle au bord des larmes. « Je voudrais qu'ils n'aient jamais acheté ce vieux truc immonde. Si tu leur expliquais, ils ne voudront pas m'écouter. Ils ne m'écoutent jamais. »« Que vas-tu faire ?» Isabelle réfléchit un instant. Des gens passaient sur le trottoir, des vendeurs de 4 saisons ambulants vantaient leurs marchandises. 2 policiers s'arrêtèrent brièvement pour examiner des pommes. C'était un monde totalement différent de celui qu'elle venait de quitter. « Je vais la détruire, » répondit enfin Isabelle. « C'est la seule solution, je vais la casser en morceaux. Et peu importe comment mes parents réagiront. » Isabelle choisit une clé anglaise dans la boîte à outils de son père. La clé était grande et pourrait servir à la fois pour dévisser et casser. Ni Jérémie ni Suzanne n'étaient à la maison. Ils croyaient Isabelle chez Belinda. Tant mieux.
À leur retour, tout serait terminé. Il y avait quelque chose de réconfortant dans le contact de l'acier froid de la clé et de son poids dans le creux de sa main. Isabelle monta lentement l'escalier, imaginant déjà ce qu'elle devait faire. La clé anglaise serait-elle assez solide pour fendre la baignoire? Ou la défigurer suffisamment pour que Jérémie et Suzanne décident de s'en séparer? Cassée ou abîmée, seul le résultat comptait. Isabelle savait qu'elle avait pris la bonne décision. C'était tout ce qui importait. La porte de la salle de bain était ouverte. Or, elle était certaine de l'avoir aperçue fermée quelques minutes plus tôt. Mais cela non plus n'avait pas d'importance. Armée de la clé anglaise, Isabelle pénétra dans la salle de bain. La baignoire l'attendait. Elle était remplie d'eau chaude à ras-bord, d'eau bouillante même, à en juger par l'épaisseur de la vapeur qui s'en dégageait. Le miroir était totalement embué. Un filet d'air frais apporté par la porte ouverte effleura la surface de la glace, et la buée se mua en fines gouttelettes. Isabelle brandit la clé, esquissant un sourire un peu cruel. La seule chose dont était incapable la baignoire, c'était de bouger. Le monstre pouvait lui jouer des tours et l'effrayer, mais il lui faudrait subir ce qu'Isabelle lui réservait. Elle souleva la chaînette de la bonde du bout de la clé anglaise. Mais la baignoire ne se vida pas. Au contraire, une matière épaisse et rouge sortit du trou de vidange et remonta à la surface. Du sang. Et avec le sang, des asticots. Des centaines d'asticots qui se faufilaient par le trou en se tortillant et se répandaient follement dans la baignoire. Horrifiée, Isabelle leva la clé. L'eau additionnée de sang commençait à déborder de la baignoire et se déversait sur le sol. Isabelle abattit son bras et son corps tout entier vibra sous le choc de l'outil contre les robinets. Le F de eau froide vola et le robinet se tordit. Isabelle brandit à nouveau son arme. Au même instant, elle en aperçut le reflet dans le miroir. L'image réfléchie était voilée par la buée, mais derrière elle, elle parvint à distinguer une silhouette que pour rien au monde elle ne souhaitait voir dans la salle de bain. L'homme avançait vers elle, comme s'il marchait dans un long couloir en direction de la paroi de verre qui en obstruait l'extrémité. Jacob Marlin. Elle sentit son regard brûlant dans le sien et se demanda ce qu'il ferait lorsqu'il atteindrait le miroir, qui semblait former une barrière entre son monde et le sien. La clé frappa à nouveau, encore et encore. Le robinet oscilla, puis céda au deuxième impact. L'eau gicla dans un mouvement d'agonie. Isabelle porta ensuite son attention sur la baignoire elle-même et asséna un coup violent contre son flanc. La clé fit d'abord sauter les mailles, puis mordit le métal. Un nouveau coup d'œil par-dessus son épaule lui apprit que Jacob Marlin approchait, se frayait un chemin dans la buée. Elle vit ses dents, décolorées et pointues, ses gencives à nu, comme s'il retroussait les lèvres dans un rictus haineux. Isabelle frappa encore, et s'aperçut avec incrédulité que le flanc de la baignoire s'était fendu comme une coquille d'œuf. L'eau rouge déferlait sur ses pieds et ses jambes. Les asticots tournoyaient dans une danse folle sur le sol de la salle de bain, glissant entre les lattes du plancher et gigotant désespérément. Où était Marlin? Pourrait-il franchir le miroir? Isabelle brandit la clé une dernière fois et poussa un hurlement. 2 mains d'homme venaient de s'abattre sur ses épaules. La clé anglaise lui échappa et tomba dans la baignoire, vite engloutie par l'eau trouble. Les mains montèrent vers sa gorge, la tirèrent en arrière. Isabelle hurla et se débattit violemment, cherchant de ses ongles les yeux de son assaillant. Elle eut tout juste le temps de s'apercevoir que ce n'était pas Marlin qui l'empoignait, mais son père. Sa mère se tenait sur le seuil, les yeux agrandis par l'effroi. Isabelle sentit ses forces s'écouler d'elle comme l'eau de la baignoire. L'eau qui, bien entendu, était redevenue limpide. Et les asticots avaient disparu. D'ailleurs, avaient-ils jamais été là? Quelle importance. Isabelle se mit à rire. Elle riait encore une demi-heure plus tard, quand la sirène de l'ambulance envahit la pièce. Ce n'était pas juste. Allongé dans la baignoire, Jérémie Martin songeait aux événements des 6 dernières semaines. Il était difficile de ne pas y songer quand on voyait les dégâts commis par sa fille avec la clé anglaise. Les robinets étaient presque irréparables, ils fuyaient perpétuellement, et la lettre F avait disparu à jamais. Eau roide. Jérémie avait vu Isabelle quelques jours plus tôt, et elle lui avait semblé aller beaucoup mieux. Cependant, elle ne disait toujours pas un mot, et les médecins affirmaient que cela prendrait du temps. Personne ne comprenait pourquoi elle s'en était prise à la baignoire. Sauf peut-être son amie Belinda, qui était trop effrayée pour répondre aux questions. Selon les experts, il s'agissait d'une crise provoquée par le stress, un trouble psychique causé par une trop forte tension nerveuse. Les experts avaient évidemment des noms savants pour désigner cela. En fait, ils voulaient expliquer que la responsabilité incombait aux parents d'Isabelle. Ils se disputaient, l'ambiance familiale était oppressante. Isabelle n'avait pu le supporter et on avait conçu une sorte de fantasme obsessionnel lié à la baignoire. En d'autres termes, tout était de la faute de Jérémie. Mais l'était-ce vraiment?
Plongé dans l'eau chaude et douce, dont les effluves de pain lui caressaient les narines, Jérémie Martin réfléchissait intensément. Ce n'était pas lui qui déclenchait les querelles, c'était toujours Suzanne. Depuis le jour de leur mariage, elle cherchait à le changer. Elle ne cessait de le critiquer. C'était comme ce surnom ridicule dont on l'avait affublé à l'école. Souris. Personne ne le prenait jamais au sérieux. Suzanne ne le prenait pas au sérieux. Eh bien, il lui montrerait de quoi il était capable. Enveloppé de vapeur, Jérémie eut l'impression de flotter et de s'éloigner. C'était une sensation merveilleuse. Il commencerait par Suzanne. Viendrait ensuite 2 ou 3 garçons de sa classe de français, et bien sûr le principal du collège. Jérémie savait exactement comment il allait procéder. Il avait vu l'instrument le matin même, dans une brocante de Hampstead. Époque victorienne, sans aucun doute. Lourde, avec un manche en bois lustré, et une lame épaisse et tranchante comme un rasoir. Oui, il irait l'acheter dès le lendemain matin. C'était exactement ce qu'il lui fallait. Une bonne hache.